Bienvenue dans l'émission comme toujours, votre émission sur le patrimoine, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. On appelle ça aussi le patrimoine immatériel. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler pêche, on va parler poisson, on va parler quota de pêche avec un ancien patron marin engagé dans la vie municipale de Saint-Gilles puisqu'il occupe la fonction de conseiller délégué au maire. Jean-Bernard Morino, eh bien c'est notre invité. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie, et quand ça a dîné sardines. Né sous le signe du zodiaque ascendant poisson, notre invité Jean-Bernard Morino est un pilier de bar de gouvernail, capitaine de l'armée du chalut. Il a le Mistral gagnant, élevé dès le biberon à coups de tabac et de tabarly. Eh bien, depuis qu'il est tout petit, il est shooté à l'iode, il fume de l'algue, il boit la tasse, la soucoupe et la petite cuillère. Cockpit, fou du Vaughan, une voile au poumon, une barre sur l'estomac, des balises sous les yeux, des nœuds dans les cheveux. Il est barré comme son bateau. Et voilà, pendant des années, dans son débit de passion, dans son débit de poisson, n'écoutant que son cordage, il a fait le pont 7 jours par semaine. Il a accroché son âme à l'hameçon. Et la mer mord, et elle mord encore, parce que marin d'un jour, marin toujours. La mer, elle l'entame, elle l'use. Si bien même qu'aujourd'hui, lorsqu'il rentre le soir épuisette, il plonge dans son lit, dort en chien de harpon. Et dès le chant de la coque, il a le mal de terre, il doit vite repartir et se remettre à flot. Faut dire que depuis des années de pêche, la mer, les poissons, c'est dans ses gènes. Une osmose iodée qui coule dans ses veines. Mesdames et messieurs, on ne compte pas le nombre de poissons qu'il a pris dans ses filets, qu'il a pêchés, des poissons de toutes sortes, des poissons de toutes couleurs, des gros poissons, des petits qui, faute d'anchois, se font embrocher de fil en anguille, des poissons clowns qui font marée haute en couleur, des merlans enchanteurs qui se payent une bonne tanche, des poissons sols accoudés au bar avec l'alevin pour seul compagnon, et même les poissons les plus populaires, les sardines, quand ces petits poissons bleus font leur entrée, une nuée de mouettes les accompagne. Dans son ciré jaune, je suis daltonien, ce patron pêcheur est aujourd'hui encore waterproof, hermétique, impénétrable. Il ne parle pas beaucoup, il n'est pas homme de harangue, un peu taiseux, muet comme une trompe, car comme le dit le vieil adage marin, qui ne dit mot qu'on sent le poisson et on fait ce qu'on peut, il cultive son secret, il fait de l'autospi, c'est-à-dire qu'il se confie à voile basse à son spi. Mais attention, si vous parlez quota, restrictions, si vous parlez politique, Union européenne, là, ce taiseux peut ouvrir la bouche et pas seulement à la crier, il peut même s'écrier, hausser le ton, la morue ou le rouget. Attention, nos décideurs n'ont qu'à bien se tenir, ce n'est pas un perdreau de l'année, faut argumenter. Allez, qu'est-ce que les quotas de pêche? À quoi servent-ils? Qui les fixe? Sur quel poisson? Quelles sont les conséquences? Quel est son parcours de marin-pêcheur? Autant de questions que nous allons poser à notre invité Jean-Bernard Morino. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. On est très heureux de vous recevoir. Également. Bon, c'est très bien. Et alors, avant de se lancer dans notre discussion, permettez-moi de vous présenter à propos de poissons deux hommes qu'on met à toutes les sauces. En meunière, en matelote, même en papillote, qu'est-ce que vous voulez? On ne choisit pas ses harengs. Nos deux Jean-Pierre sont là, présents. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Comment va? Ben va bien, comme les menailles. Bon. Non, je suis mat. Comment les menailles, c'est ça. Vous connaissez la musique? Oh oui. J'ai eu peur que tu nous décrives comme les deux merlus. Ah non, non, quand même pas. Vous pensez ça de moi? Vous pensez que je suis capable de ça? Non. Ou comme des merlans, comme les merlanchons. Des merlanchons. Aujourd'hui, il ne faut pas être trop Jean-Luc Merlanchon. Bon, Jean-Pierre, puisque vous avez la parole, Jean-Pierre Pouvreau, autour du poisson, des quotas de pêche. Et j'espère que vous nous avez fait une recette autour de poisson. Ah, mais j'ai fait une vieille recette classique, basique et transformable à volonté, qui est ultra simple et délicieuse, à base de morue. On est dans l'hiver quand même. Ouais. Bon, il y a de la morue, donc c'est une recette de morue. Toujours simple. Oui, simple. Non, mais c'est vrai en plus. Ça, c'est votre signature. Et c'est une recette qui peut se transformer en branlade de morue à la fin. D'accord. Bon, très bien. Voilà. On écoutera ça dans un instant. Jean-Pierre Bertrand. Moi, je vais je vais aller sur le côté culturel du monde des marins. Eh ben oui. Et donc, voilà, on va entendre des choses très intéressantes. Et puis voir aussi des belles images. Parce que le monde maritime nous offre des très, très belles choses. Des beaux tableaux. Ah, oui. Surtout l'émotion.
Moi, je marchais à l'émotion. Ah oui, ouais. Ah bah, très bien. Donc en écoutant les témoignages, on aura des tableaux à voir et à entendre. Jean-Bernard Morino, je vous ai présenté comme ancien patron marin-pêcheur, c'est ça? Oui, je me suis tout à pas fait. trompé. Oui. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Eh bien, je suis issu d'une famille de marins-pêcheurs. Hein. D'accord. Mon père, ça a sauté une génération quand même, parce que mes grands-parents n'étaient pas marins-pêcheurs, mais mes arrière-grands-parents y étaient. Ça a sauté une génération. Mon père, donc, y était, mon oncle, toute ma famille. Je suis sorti de Sion-sur-l'Océan, c'est une commune de Saint-Hilaire-Varier. Hein. Et dans mon quartier, il n'y avait que des marins. Il ne fallait pas chercher toutes les maisons, ce n'était que des marins. Donc, ce qui est disparu aujourd'hui, maintenant il n'y a plus personne. C'est vrai. Il n'y a plus de marins. Mais dans chaque maison, on pouvait taper à chaque maison. Ce n'était pas la peine de proposer du poisson à ses voisins, parce qu'ils en avaient tous. On était tous que des marins. Donc, moi, j'ai commencé mon métier. Je ne sais pas si j'aurais pu faire d'autres choses, d'ailleurs. Donc, à 14 ans, je suis parti à l'école maritime, au Sables d'Olonne, pour passer mon CEM, c'est le CAP, mais le CEM, à l'école des pêches des Sables d'Olonne, pour embarquer à la pêche au thon le 1er juillet 1981, à la pêche au thon avec mon oncle. Mon père naviguait déjà plus, il avait eu des soucis de santé, mais mon père était associé avec mon oncle sur un tonnier de 18 mètres qui s'appelait le Melpomène. Un fier tonnier en bois construit chez Beneteau, au chantier Beneteau à l'époque. Un des derniers, d'ailleurs c'est même pas un des derniers, c'est le dernier tonnier en bois qu'a construit les chantiers Beneteau. Une pièce de collection. Une pièce de collection. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus, je peux la raconter. Au contraire. Donc moi j'étais gamin, j'avais 8-10 ans, et avec, alors je me souviens plus trop, mais avec le père Beneteau et le fils Beneteau, donc André et son père, mon oncle et mon père, qui allaient investir dans ce futur tonnier, on était partis dans la forêt d'Apremont, sur des terres d'un de ses matelots, enfin le beau-père d'un de ses matelots, qui était agriculteur à Apremont, et qui lui avait dit « j'ai des beaux chênes, des grands chênes là-bas ». Pour le bateau. Et donc on était partis avec le père Beneteau. À l'époque, je pense qu'il y avait Louis Vrignot, qui était le président du syndicat des marins, mon père, mon oncle, et moi j'étais gamin, toute la famille Beneteau. Et puis je me souviens, le père Beneteau avait pris un bout de bois et il a dit « tu vois mon petit gars, elle est là, la future quille de ton bateau ». Il y avait un chêne qui était énorme. Ça. Et c'était c'était le début de l'histoire. C'est pour rappeler un peu le fil de... Donc voilà, et en 73, donc ce bateau était construit, le Melpomène, avec mon père et mon oncle. Et c'était un beau tonnier, un tonnier magnifique. Et qui a duré jusqu'en 80, on l'a cassé en 92. Cassé. Oui, alors ça fait partie encore d'une autre époque de ma vie. Et donc voilà, donc moi j'ai embarqué à 15 ans. 15 ans, et puis après... à la pêche au thon. Première marée, 45 jours. Parce qu'on faisait la pêche au thon, on partait pendant un mois. On partait à partir du mois de juin jusqu'au mois de septembre-octobre. On partait au mois de juin en direction des Açores. On prenait le cap sur les Açores, le cap Finistère, les Açores, le nord des Açores. Et après, il faut savoir que le thon, il remonte. Il remonte toujours. Et on terminait nos campagnes de thon sur les côtes d'Irlande entre septembre et octobre, selon le temps, parce que s'il faisait trop mauvais temps, on était obligé souvent d'écourter nos marées, parce qu'on n'avait pas des bateaux, c'était pas des vaisseaux. Et donc voilà, les marées duraient environ un mois. Et on pêchait le thon à la ligne, la ligne traînante. Voilà. On avait 15 lignes, et donc on partait avec tout ce qu'il fallait pour un mois. Un équipage important ? Non, on était un équipage de 5 ou 6 bonhommes, ça dépendait. 5-6 bonhommes. Un patron, un mécanicien, et après le reste, des matelots et un mousse. En l'occurrence, le mousse, c'était moi. C'était vous. Et vous cassez le bateau ? Alors, moi, après, j'ai racheté les parts de mon père. Donc... Je me suis associé avec mon oncle. Et ce bateau-là, alors il y a plusieurs choses, parce que le bateau, on l'a cassé en 92. Mais alors, casser, ça veut dire quoi ? On l'a démoli. On nous a proposé de l'argent pour démolir notre bateau. Ah d'accord, c'est pas un accident en mer. C'est pas un accident en mer. On a cassé le bateau parce que, alors à l'époque, on faisait, donc on a fait la pêche au thon. Et on pratiquait aussi des pêches qui étaient saisonnières et saisonnales. Je ne sais pas si on peut dire ce mot. C'est-à-dire que nos bateaux à l'époque, l'hiver, on faisait la pêche au chalut, on pêchait toute espèce de poisson, des sols, des merlus, enfin bref. Tout l'hiver, on faisait ça.
À partir du mois d'avril, on faisait un peu de langoustine. Ouais. Toujours une pêche de saisonnalité. On pratiquait la pêche à la langoustine pendant 1 mois ou 2. Après, on armait le bateau pour la pêche au thon. Et après, on faisait toute notre campagne de pêche au thon. Donc, on partait à la pêche au thon. Et après, une fois que notre saison était terminée, on repartait au chalut, on redésarmait le bateau, on le changeait de pêche. Et à l'époque, dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'était que des pêches comme ça, si vous voulez. Une partie faisait la pêche au large, c'était les thoniers. L'autre partie, ça pouvait être les sardiniers qui, eux, faisaient la saison de sardines l'été. Ouais. Et il y avait aussi tous les autres. Mon beau-père, par exemple, faisait le cosier. Lui faisait le cosier à l'année, il faisait le cosier à crevettes, les cosiers à crabes. Et puis après, il y avait tous les autres petits bateaux qui... Ouais. Voilà, il y en a une partie aussi de la flottille qui faisait que les langoustines. Et donc, on a fait cette pêche au thon. Moi, j'ai participé à ces campagnes de pêche au thon à la ligne pendant environ 7 ans, 6-7 ans, que à la ligne, l'été. D'accord. Et après, on a changé de pêche. On est parti à la pêche au filet maillant dérivant. Toujours au thon. Toujours au thon. Alors, c'est une pêche qui avait... Toujours le même parcours. Alors, toujours le même parcours, sauf qu'on changeait de système de pêche. Et c'est une pêche qui avait été... qui avait été un peu mis au point par l'IFREMER à l'époque. Okay. Ouais. Je ne sais même pas si ça s'appelait l'IFREMER à l'époque, ouais. C'était peut-être l'ISTPM à l'époque, avec un bateau qui s'appelait la Pélagia. Cette pêche se pratiquait de filet maillant dérivant, c'est-à-dire c'était un grand filet qu'on mettait à l'eau la nuit, ouais. À la tombée de la nuit, et le thon venait se mailler dedans. C'est une pêche qui était pratiquée en Amérique. D'accord, mais qui était novatrice pour les... Complètement novatrice. Ouais. Donc à l'époque, on avait été subventionné pour essayer cette pêche. Okay. Et donc on avait commencé avec un petit peu, donc il y avait 3 bateaux de Saint-Gilles, 3 bateaux de l'Île-Dieu, et cette pêche, en fait, c'était révolutionnaire. Ouais. Parce que là, on pêchait du thon... au lieu de pêcher 100 tons par jour à la ligne, tirer nos lignes, on pêchait 3, 4 tonnes, 5 tonnes. C'était vraiment performant. Donc, cette pêche qu'on a, nous, essayée, on a suivi un peu les plâtres aussi de cette histoire, mais nos amis qui étaient des fins pêcheurs au filet déjà, ils pratiquaient déjà, nous, on ne le pratiquait pas. Ça. Oui, vous étiez des... Voilà, on était vraiment néophytes, et donc ça marchait très bien. Donc, au début, on avait 2,5 km ou 3 km de filet. On est parti beaucoup plus grand, jusqu'à 7-8 km de filet. Donc, ça a bien fonctionné pendant 1 année, 2 années, 3 années. Sauf que, en fait, on venait un peu sur les mêmes zones de pêche, contrecarrer ou un peu torpiller les Espagnols qui, eux, pêchaient le jour. Et qui pêchaient aussi au filet ? Non, alors eux, les Espagnols, ils pêchaient à la canne ou à la ligne. D'accord. Mais eux, ils pêchaient le jour. Parce qu'il faut savoir que quand on était à la pêche au thon à la ligne, on ne pêchait pas la nuit. Ah bon ? On pêchait que le jour. Le thon, la nuit, il redescend. Pourquoi les Espagnols ils faisaient ce choix ? Parce que personne pêchait la nuit ? Alors, si vous voulez, même les Espagnols, ils pêchaient que le jour aussi, hein, comme nous, mais avec d'autres pratiques. Ouais. La ligne, la canne, ce qu'on appelle l'appât vivant, c'est-à-dire qu'ils jettent de l'appât et puis ils pêchent, ils font monter les bancs de thon, mais que le jour. Et le problème, c'est que nous, on pêchait la nuit. Ah oui, pardon. Oui, donc, nous, on pêchait la nuit avec ces filets maillants dérivants. On pêchait que la nuit. Et en fait, on est venu un peu sur leur plate-bande. Et on a été accusés, pique-pendre, de prendre la ressource, que quand ils attaquaient la journée la pêche au thon, la nuit, on avait déjà tout orpaillé. On a été accusés de tous les maux pour cette pêche au filet maillant dérivant. Alors, ça a duré pendant au moins 10 ans. Ah oui. En gros, environ 10 ans. Et là, on s'est mis tout le monde à dos. Alors, les Espagnols, à l'époque, parce que maintenant, il y a prescription, je peux le raconter, se sont alliés un peu avec les écolos en disant « Oui, mais attention, la nuit, ils ne pêchent pas que du thon, ils pêchent aussi des dauphins. » Alors que c'était vraiment à la marge, forcément que ça arrivait. Mais on ne pêchait pas. Donc, alors, on s'est mis les Espagnols à dos. Les écologistes. Les écolos à dos. Alors, à l'époque, c'était Greenpeace, il n'y avait pas... Voilà. On s'est mis tout le monde à dos. Et résultat des courses, ce métier, alors il y a eu la guerre entre la flottille ilaise, mais c'était vraiment une guerre. Les bateaux se sont fait encercler, bombes lacrymogènes. Ils avaient kidnappé un bateau, la Gabrielle, qui était un tonnier de l'Île-Dieu. Ils l'avaient rentré dans le port de Guétaria. Le bateau était pris en otage. Il y a eu ce qu'on a appelé la guerre du thon. D'accord. La guerre du thon. Alors, nous, à cette époque, on s'est vraiment... Enfin, avec mon oncle, moi, j'étais associé avec lui, on s'est questionné, qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi ? Est-ce qu'on peut encore... Et pardon, il n'y avait personne pour arbitrer ?
C'était. On a été un peu. Laissez. On a été un peu lâchés. On a été un peu lâchés par la pression espagnole. Ce lobby, ils étaient quand même plus forts que nous. Faut savoir qu'on pèse rien dans la pêche, la France. On pesait pas grand-chose. Maintenant, on pèse encore moins. Mais à l'époque, on pesait pas grand-chose. Hein. La force de frappe espagnole au niveau de la pêche, de la construction navale et de flottille, c'était... Donc du coup, vous avez abandonné le thon? Alors du coup, on a changé de pêche. Ouais. Il y avait une pêche qui était très en vogue à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui a fait les belles années de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est la pêche au pélagique. Alors la pêche au pélagique, pour la petite histoire, je vous la fais courte quand même, hein. C'est une pêche qui a été amenée dans les années 70 par un gars de Sion, un novateur, un gars qui s'appelait Jean-Claude Burgot, enfin qui s'appelle toujours Jean-Claude Burgot, hein, qui avait trouvé cette pêche dans le nord, du côté de... C'est un croisiquet qui avait ramené ça, mais qui le racontait. Se pratiquait un peu? Elle se pratiquait dans le nord, vers Boulogne, une pêche où, avec un grand filet, plus grand que les autres, un système de panneaux, de chaluts divergents un peu différents, on pouvait capturer des quantités non négligeables de poissons, mais les Russes pratiquaient ça, à Boulogne ils pratiquaient ça, mais on ne savait pas trop. Quoi. Donc lui, dans les années 70, il est parti à Boulogne, hein, voir cette espèce de nouvelle pêche, le pélagique. Et il s'est rendu compte que c'était au point, quoi. Il y avait des quantités de poissons à pêcher d'une manière différente sur les mêmes espèces qu'on pêchait nous, mais où on pouvait quand même capturer plus. Donc voilà, alors ce chemin faisant, lui aussi il a essuyé les plâtres de l'histoire. Hein. Il a essuyé les plâtres, il a commencé avec un bateau, avec un système de chaluts différents, ça marchait plus ou moins bien, il a amélioré, et un jour il s'est dit, il savait que ça se faisait ailleurs, qu'avec 2 bateaux, on pouvait traîner le même filet. Ah oui. Voilà. Donc du coup, il s'est lancé. Il a acheté un 2e bateau et là, ça marchait vraiment bien. Quoi. Là, le truc était vraiment au point. Quoi. C'est-à-dire que avec un bateau et un seul filet, il pouvait soit pêcher au fond, soit pêcher en surface et capturer des espèces en les voyant à vue d'œil. Voilà, en montant, descendant son chalut. Et donc, il a fait des émules. Hein. Donc son frère, à lui, à l'époque, a acheté un bateau. Mon autre voisin, parce qu'on était tous des gars de Sion, à peu près du même quartier. Hein. L'autre voisin a acheté un bateau, un 2e bateau. Et puis nous, on était toujours à la croisée des chemins. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et un jour, notre fameux voisin a changé le moteur de son bateau. Et il vient voir mon oncle, Florimond, de son prénom. Il vient voir mon oncle Florimond et lui dit, Florimond, on est en panne de moteur, on change le moteur du bateau. Est-ce que tu voudrais pas venir avec nous, avec ton bateau, remplacer le bateau qui nous manque? Ok. Ah là, on était dans un autre monde, par contre. Hein. Là, la pêche n'était pas la même. Quoi. Nous, à part la pêche au thon, au filet maillant dérivant, on se débrouillait bien, mais après, le reste de l'année, au chalut, on pêchait des petites quantités. Mais enfin, on gagnait notre vie, hein, mais c'était... Là, on jouait plus dans la même cour. Et du coup, on a profité de cet essai, qui était quand même concluant. Et puis, notre fameux voisin dit, moi, je vais m'acheter un autre bateau. Si ça t'intéresse, on pourrait s'associer. Et on s'est associé comme ça pendant 1 an ou 2. Et on a profité d'un plan de sortie de flotte. D'accord. C'est-à-dire que l'État te donne de l'argent pour casser ton bateau, mais pour une raison connue. C'est-à-dire que nous, on laissait le filet maillant dérivant et on profitait de cette manne. Donc on a livré notre fière Melpomène en bois à la pelleteuse. Ça nous a fait mal au cœur. J'imagine. Ah, ça nous a fait mal au cœur. Comme ça. Vous avez revu le chêne? Ah, j'ai revu le chêne. Oui. Et là, j'ai revu le chêne. Le chêne, je l'ai vu, mais sur le banc de sable face à la criée. Ah ouais. Hein, ça, c'était des images qui restent. Ouais, donc on a cassé ce bateau et on en a acheté un autre. Donc, alors du coup, on s'est dit, mon oncle, sa carrière n'était pas finie. Moi, la mienne commençait. J'allais à l'école, j'étais lieutenant de pêche. J'allais passer mon patron de pêche. Après, je me suis dit, il faut qu'on investisse. Enfin, on a investi tous les deux. Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Hein, donc, on est parti chercher un bateau à Douarnenez. D'accord. Donc, alors à l'époque, les bateaux valaient cher, mais le jeu en valait la chandelle. Alors, le Crédit Maritime ne nous faisait pas de cadeau. Pas de cadeau, on a acheté notre bateau, je crois, à l'époque, que c'était 23% les taux d'intérêt. C'était énorme. Donc, on trouve un fameux vaisseau en acier, un bateau qui avait
Alors, quel âge il avait ce bateau? Il devait avoir 14 ou 15 ans. D'accord. Ouais, c'était un bateau en acier qui avait été fait chez Gléenne à Pont-l'Abbé. Ouais. Hein, de son premier nom, c'était La Houle. Il s'appelait La Houle. Et vous l'avez rebaptisé Et nous, on l'appelait Mordienne. Mordienne. D'accord. Tout le monde sait ce que c'est Mordienne, faire Mordienne. Hein. C'est les 3 derniers plis. Pour nous, ça allait certainement être les 3 derniers plis. Ouais. Et donc, on s'est associé avec notre fameux voisin qui, lui, avait un bateau qui s'appelait la Sémillante. Voilà. Donc, avec la Sémillante, on était sémillants. D'accord. Et on est resté associés pendant une dizaine d'années, quoi. Ouais. Hein, oui, une dizaine d'années. Et ça a bien fonctionné, hein, jusqu'à comme la pêche au thon ou filet maillant dérivant, l'anchois qui a fait la fortune de Saint-Gilles. Ça nous est revenu dessus en boomerang. Changement de décor. Ça commençait, comme je dis, comme pour ce qui se passe à la pêche maintenant, hein, il y a un tour d'étau tous les ans. Ouais. Donc on est arrivé à la fin du tour d'étau où on nous a dit, ben voilà, la pêche à l'anchois, l'Europe, nos amis les Espagnols, encore eux, nous ont pas fait de cadeau là-dessus Décidément. non plus, hein, parce qu'on était sur la même pêcherie, Oui. faut le savoir. Hein. Et donc, plus ça allait, plus la saison s'écourtait, plus c'était compliqué, Ouais. jusqu'à ce jour de 2004 ou 2005 où on nous a dit, c'est fini. Et là, du coup... Et là, du coup, on a essayé de faire un dernier baroud d'honneur. Je me souviens, on était parti un vendredi soir. Alors là, on va faire court pour la fin, parce qu'après, on a nos Jean-Pierre qui vont... d'accord. Mais allez-y, terminez l'histoire rapidement. Donc, la pêche à l'anchois s'est arrêtée en juin 2005, de mémoire, 2004 ou 2005. La pêche s'est arrêtée. C'est-à-dire, on nous a dit, Stop. quota zéro, terminé. Les fameux quotas. Et après, donc, on a duré encore un petit peu parce qu'on avait les finances. Ouais, Et puis, après, c'était fini, quoi. c'était fini. Parce qu'il faut savoir que l'anchois, c'était les 3/4 de notre chiffre d'affaires. Ah oui, ça C'est reposait, comme si on donc, dit à un ouais. paysan Eh oui, qui le fait blé, du lait, lui, qui il fait du repose. lait, Ouais, ferait du ouais, lait, ouais, du c'est blé. mort. Hein. On a duré un an après, parce qu'on avait les finances. Et puis après, La trésorerie. après, on l'a fait court aussi. Après, ça a été plan de sortie de flotte numéro 2. C'est-à-dire qu'on a le fameux Mordienne, on l'a cassé. Si, on nous a donné de l'argent pour le casser, en laissant tous nos quotas et toutes nos antériorités sur le bord de la route. Et là, je me suis dit, je termine, là, je me suis dit, si ma vie de marin-pêcheur et de patron-pêcheur, c'est de casser des bateaux, ça me convient. Oui, je comprends. On va passer tout de suite à Jean-Pierre Pouvreau, à qui je vais demander de faire une recette express. La morue, il va falloir qu'elle... Ça va être express. Et c'est à vous. Jean-Bernard, je suis fier que tu continues ta carrière de patron marin-pêcheur avec du Téléthon. C'est le musée de la marine qui revient. Où j'ai été bénévole. Où tu as été bénévole? Ah, j'ai été bénévole. Je faisais le vin chaud. Oui. C'est peut-être un signe. C'est un signe. Bon, une recette rapide. Bon, c'est une recette de morue qui peut se transformer en branlade de morue à la fin. Bon, en gros, il faut 800 grammes de morue, 800 grammes de pommes de terre, de l'ail, il en faut 14 gousses d'ail. On fait un bon courbouillon avec du thym, du laurier, un bouquet garni. On fait cuire la morue ou dans le courbouillon après l'avoir dessalée une nuit complète. Autrement, il faut l'ébouillanter, mais c'est mieux de la dessaler une nuit dans du lait. Et alors, une fois qu'elle a été, on les feuille, on fait cuire des pommes de terre à la vapeur à part, on les émince, on fait une couche de pommes de terre émincées, une couche de morue, une couche de morue avec l'ail dedans, le bouquet garni, et donc on arrose ça de crème fraîche et on fait cuire ça au four. Très bien. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à le déguster. Et si vous en reste, vous prenez, vous l'écrasez à la main et ça fait une espèce de branlade de morue naturelle avec un peu d'huile d'olive. On rajoute ça et ça fait une branlade de morue. Voilà, c'est simple et délicieux à la fois. Et Clac, synthétique, bim, bravo, boum. chapeau bas le cuistot. Ah. Vous avez fait dans les temps. C'est parfait. Et comme un Jean-Pierre peut en cacher un autre, on va passer tout de suite à Jean-Pierre Bertrand pour un sujet, une seule chronique, vu le temps qui nous reste. Oui, j'avais choisi 2 chansons. On pourra peut-être terminer d'ailleurs avec sur la plaisir. seconde. La première, c'est une chanson qui a été composée par quelqu'un que vous avez connu, Ulysse Le Grêle, qui était une figure des Sables d'Olonne et qui était né en 1924 et qui lui aussi
embarqué à l'époque Mousse, 13 ans. Hein. Et donc, longue famille de marins-pêcheurs, originaires de Bretagne d'ailleurs. Pour l'anniversaire de sa femme, pour se faire pardonner un petit peu d'être marin, Ulysse avait composé une chanson qu'il avait appelée Gros Temps. On va en écouter un petit bout, ça marche. Mais on pourra l'entendre le 28 février à la salle des fêtes de la Chaume, parce qu'on se retrouve toute une équipe pour faire des chansons. Le rendez-vous est pris, 28 février. Et maintenant, dans la tourmente, comme un héros, tu vas lutter contre la mer, cette démente, qui de chair fraîche n'est rassasiée. Qui pourra dire les heures de veille que sur le pont tu vas passer, où les yeux gonflés de sommeil par pluie et vent étaient brûlés. Puis tu as vu de lourdes lames sur ton bateau brisé sans fin. Pourtant tu as gardé. Voilà des images de la musique. Et ben, c'est ainsi qu'on va terminer notre émission. Merci beaucoup pour votre venue et votre récit, vos récits, j'ai envie de dire. Casser le bateau, on a appris ce que ça voulait dire. Merci les Jean-Pierre. Puis on va se dire à Bétou. Ah ben à Bétou. Alors à Bétou. Ah oui, à Bétou. Qui pourra dire les heures de veille que sur le pont tu vas passer, où les yeux gonflés de sommeil par pluie et vent étaient brûlés.